Dans ce dernier des trois volets JavaScript consistant à monter l'application du jeu du pendule pour le web, nous devons contrôler les lettres saisies par l'internaute. L'objectif est de comparer chaque proposition avec les lettres encapsulées dans le mot masqué à dévoiler. Dès qu'un caractère est trouvé, il doit être divulgué. Dans le cas contraire, une erreur est comptabilisée pour décrémenter le score final. Souvenez-vous, 4 erreurs sont permises par mot. Et à l'issue, le pendu étant complètement dévoilé, un nouveau mot est suggéré et au bout de 10 mots mystères, la partie est terminée et le score final est dévoilé dans la partie inférieure. Dans les deux volets précédents, nous avions réussi à restituer aléatoirement une paire indication et mot mystère à trouver avec l'espace dévoilé par défaut s'il existe. Nous avions aussi réussi, dans le premier volet, à intercepter les lettres tapées par l'internaute pour pouvoir les indiquer dans le clavier virtuel malgré l'absence d'une zone de saisie. Comme toujours, je vous propose de récupérer les sources existantes depuis le site bombage.fr où vous obtiendrez le fichier de la page web principale avec les travaux consolidés des deux volets précédents accompagnés de ces ressources externes dont le sous-dossier JS qui propose le questionnaire dans un script externe et le sous-dossier IMG pendu qui propose ces images que nous allons exploiter dans cette formation afin de comptabiliser les erreurs commises par l'internaute si d'aventure il tapait des lettres qui n'étaient pas conformes par rapport au mot à dévoiler. Nous avions terminé par notre fonction suivante qui avait permis de générer un nombre aléatoire non connu, non déjà recensé, pour produire une paire indication mots-clés. Nous avions encodé, grâce à une expression régulière, ce mot mystère pour restituer à la place des lettres des tirets, plutôt des underscores ici, et nous avions affiché le résultat sous forme d'indication et de mots mystères donc, dans les calques prévus à cet effet, ce que nous avons démontré juste avant sur notre page web. Dans le premier volet, donc, nous avions implémenté le code de notre fonction clavier qui nous avait permis, puisqu'elle est appelée, souvenez-vous, par le body, c'est-à-dire le corps de la page HTML, qui nous avait permis d'intercepter les touches enfoncées par l'internaute sur le clavier. onKeyDone dans le body, nous appelons bien notre fonction clavier pour gérer un événement reconnu par les navigateurs. Et nous nous étions arrêtés là. Cela signifie que, désormais, puisque notre procédure suivant est prête, notre fonction suivant est prête, de manière à pouvoir enchaîner les prochains mots à dévoiler si l'internaute a réussi à retrouver selon l'indication l'intégralité du mot ou qu'il a commis 4 erreurs, eh bien nous devons contrôler cette saisie pour la comparer avec les lettres qui sont présentes dans le mot à dévoiler. Et c'est pourquoi je vous propose de reprendre notre code après les instructions que nous avions codées ensemble, après la dernière de ces instructions qui avait permis ici, souvenez-vous, d'attribuer une couleur de fond grisé dans le clavier virtuel pour la lettre correspondante afin d'indiquer à l'internaute que cette lettre avait déjà été tapée. Il s'agit donc désormais, par rapport à cette lettre tapée, de la comparer à toutes les lettres du mot-clé à dévoiler pour savoir si elle est présente ou non. C'est pourquoi nous exploitons la variable indice que nous avions déclarée à cet effet dans une boucle for dont l'objectif est de passer en revue l'ensemble des caractères présents dans le mot-clé à dévoiler, c'est-à-dire du premier, indice 0, au dernier. Donc pour notre variable indice variant de 0 jusqu'à le dernier caractère de notre variable, souvenez-vous, public même mot qui avait permis de mémoriser le mot-clé à dévoiler en clair avant sa transformation en version encodée. C'est ainsi que nous pourrons comparer les lettres tapées par l'internaute avec les vraies lettres comprises dans notre variable même mot. Une chaîne de caractères en JavaScript propose une propriété length.length qui renvoie le nombre de caractères qui sont compris dans cette chaîne. -1, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le premier caractère n'est pas identifié à l'indice 1, mais à l'indice 0. Comme nous partons de 0, nous allons jusqu'au dernier, -1, fort logiquement. Et comme vous le savez, dans la syntaxe d'une boucle for en JavaScript, nous devons incrémenter à chaque passage notre variable de boucle, en l'occurrence ici indice, indice++, pour que indice vale +1 à chaque passage dans la boucle. Il s'agit ici de pouvoir mémoriser effectivement à chaque fois dans notre variable que là aussi nous avions prévu à cet effet et que nous avions nommé la lettre,
eh bien, la lettre qui est en cours d'étude dans cette boucle, grâce à notre variable indice. Donc, pour notre variable même mot, qui est le mot complet à dévoiler, nous allons exploiter sa méthode substr, qui littéralement signifie substring, c'est-à-dire une sous-chaîne de caractères. Nous souhaitons prélever un caractère pour le comparer à la lettre tapée par l'internaute, que nous prélevons à partir de la position en cours de lecture dans la boucle. Indice, car nous partons du premier jusqu'au dernier. Ainsi, nous les passerons toutes en revue sur un caractère, puisque nous souhaitons comparer toutes les lettres une à une. Donc le deuxième argument de la méthode substr permet d'indiquer la longueur sur laquelle nous souhaitons prélever cette chaîne de caractères à partir de la position définie en premier argument. Et donc comme nous sommes en train de récupérer une lettre de ce mot mystère à la position ainsi déterminée, nous devons la comparer avec la lettre tapée par l'internaute mémorisée sous le nom de variable touche, souvenez-vous. Donc si cette lettre, en l'occurrence reconnue sous le nom de variable la lettre est égale, dans une condition JavaScript A, eh bien la lettre qui est mémorisée dans la variable touche, nous pouvons en conclure que l'internaute a effectivement trouvé l'un des caractères présents dans le mot mystère à dévoiler. Le premier réflexe que nous devons avoir, c'est de basculer cette variable trouve à true, c'est-à-dire la valeur booléenne qui permettra d'indiquer qu'il ne faut pas comptabiliser des erreurs et donc décrémenter le score. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ce que nous devons faire, eh bien, c'est replacer cette lettre dans le mot mystère à l'endroit où elle se trouve. En gros, on doit remplacer un tiret par la bonne lettre qui a été trouvée. Si elle est présente 3 fois, eh bien, nous devons la repositionner 3 fois. Notre variable le mot est celle que nous avions inscrite, variable publique, souvenez-vous, donc portable au-delà des procédures, et celle que nous avions encodée grâce aux expressions régulières avec des tirets. Et donc, grâce à la position ainsi repérée dans cette variable le mot, nous devons laisser les tirets pour les lettres ne correspondant pas, mais remplacer les tirets par la bonne lettre tapée par l'internaute. Nous allons donc commencer par tout simplement prélever un bout de chaîne de ce mot mystère en partant de la position 0 jusqu'à l'indice en cours. S'il vaut 0, eh bien, en l'occurrence, cette première variable ne vaudra rien. À partir de cette position, donc, qui est le tiret que nous devons remplacer par la lettre, trouver, eh bien, nous allons inscrire directement le bon caractère que nous allons dévoiler à l'écran. Et puis derrière, eh bien, il s'agit encore des tirets qui ne sont pas encore dévoilés, donc nous devons les replacer juste après la lettre ainsi dévoilée. Nous exploitons de nouveau notre méthode substr, mais cette fois-ci, nous repartons de la position indice plus 1, soit la position qui est située juste après la lettre que nous avons dévoilée. Nous ne fournissons pas de deuxième argument cette fois-ci à notre fonction substr, car souvenez-vous, lorsqu'il n'est pas précisé, eh bien cette méthode, va prélever jusqu'à la fin de la chaîne de caractères, ce qui est relativement souple dans son exploitation. Et du coup, il s'agit dans la foulée de dévoiler ce bout de mot ainsi reconstitué. Donc dans le calque, le mot, c'est pourquoi je prends soin de le copier et le coller pour éviter de générer des erreurs de saisie. Donc notre méthode getElementById de notre objet JavaScript document qui pointe sur le calque le mot, propriété innerHTML pour pouvoir accéder à son contenu et écrire, éventuellement au format HTML, le mot ainsi reconstruit, c'est-à-dire les tirets qui restent en lieu et place, mais celui correspondant à la lettre en cours d'analyse dans la boucle. La comparaison étant un succès, eh bien nous la dévoilons. Il s'agit ensuite, après le passage de cette boucle, qui est censée, si par exemple il y a 3 fois la lettre A, avoir dévoilé 3 fois cette lettre A à ses positions respectives, eh bien traiter le cas où nous avons bien trouvé une lettre et le cas où nous ne l'avons pas trouvée. Dans le cas où nous avons bien trouvé la lettre, donc lorsque notre variable booléenne vaut true, c'est ce que nous avons indiqué dans notre boucle, puisque nous avons basculé sa valeur, la comparaison étant un succès, eh bien, il s'agit de savoir si l'internaute
a réussi à dévoiler ou non intégralement le mot. Ça veut dire s'il n'y a plus de lettres masquées. Et ça, nous pouvons le savoir en comparant le mot actuel, reconstitué à chaque passage dans la variable le mot, variable publique, est égal à la variable même mot, souvenez-vous, c'est celle qui avait prélevé le mot au moment de la génération, avant justement qu'il soit encodé et masqué par ces tirés. Donc si l'égalité est vérifiée, eh bien ça signifie qu'il n'y a plus de tirés, nous les avons tous remplacés, toutes les lettres ont été trouvées, et donc il faut suggérer un mot suivant si nous ne sommes pas au dixième. Première chose que nous devons faire, eh bien c'est incrémenter notre variable NB passe. C'est elle qui permet de savoir où nous en sommes dans la partie. Sommes-nous au deuxième mot, au troisième mot, au quatrième mot? Parce qu'au dixième, nous mettrons fin au jeu. Et justement, dans ce test qui consiste à vérifier l'égalité, eh bien, si notre variable NB passe vaut 10, cela signifie que notre partie est terminée. Attention pour l'égalité de bien penser à doubler le symbole égal, comme toujours, quand on bascule d'un langage à un autre, on peut se faire avoir, notamment avec le VBA, qui n'a pas les mêmes, on va dire, la même volonté, qui permet tout simplement de vérifier une égalité, qu'il s'agit d'une affectation ou d'une comparaison avec un simple symbole égal. Si donc nous sommes arrivés au dernier mot, il s'agit de restituer ces informations dans les calques qui sont prévus à cet effet. En l'occurrence, le calque, le score dans lequel nous avions déjà inscrit certaines informations. Donc je vais prendre soin, pour ne pas avoir à reproduire l'ensemble de la syntaxe, et bien de prélever ce que nous avions codé dans les précédents volets. Et il s'agit de restituer le score en l'état à l'issue de la partie. Donc grâce à notre méthode getElementById, nous accédons à notre calque nommé le score, et puis nous pointons sur son contenu par sa propriété inner.html. Votre score est égal, nous l'avions déjà écrit, vous voyez, c'est fort confortable. Alors, par contre, effectivement, ici, ce que nous devons comptabiliser, c'est le fait que il y a une variable qui se nomme nberreur qui, à chaque passage, a compté le nombre d'erreurs qui ont été commises par l'internaute. Et donc, ici, à la place de la variable le score, d'ailleurs que j'aurais pu laisser en lieu et place, il s'agit de prélever l'ancien score, reconnu sous le nom de variable score, et de lui décrémenter le nombre d'erreurs commises lors de ce dernier mot, divisé par 4. Car je vous rappelle que, par erreur, eh bien, nous enlevons un quart de point, 0,25 points. Résultat sur 10, donc, mot restant, eh bien, ça c'est une indication qui nous est fournie, comme vous le savez, par la décrémentation de la variable nbpass par rapport au nombre de départ, c'est-à-dire les 10 mots que nous proposions pour dérouler la partie. N'oublions pas de ponctuer notre syntaxe à l'issue grâce au point-virgule, et nous allons donc pouvoir poursuivre notre implémentation de code. Et donc, dans la foulée, puisque la partie est terminée, nous devons basculer, souvenez-vous, notre variable booléenne fin à true. C'est cette indication qui permet tout simplement de savoir si le jeu est ouvert ou non, puisque tant que fin vaut false, eh bien notre fonction clavier ne cherchera pas, vaut true, pardon, ne cherchera pas à interpréter les lettres enfoncées par l'internaute au clavier. Il faudra d'abord qu'il clique sur le bouton débuter afin de générer une nouvelle partie. Nous sommes donc toujours dans le cas où effectivement la comparaison des mots est un succès, signifiant que l'internaute a dévoilé ce mot, mais finalement nous ne sommes plus dans le cas où nous avons atteint la fin de la partie, car nbpass ne vaut toujours pas 10. Dans ce cas-là, nous devons nécessairement proposer le mot suivant, la paire indication mot mystère à trouver. Donc nous devons appeler notre fonction suivante qui se chargera de générer un nouveau nombre aléatoire et donc une nouvelle proposition encodée à dévoiler, qui sera gérée, elle, par la fonction clavier dans laquelle nous sommes, puisqu'elle réagit à chaque fois qu'une lettre est enfoncée. Sauf que nous souhaitons passer au mot suivant, moyennant un intervalle de temps pour que l'utilisateur ait le temps de comprendre que le mot est totalement dévoilé, qu'il a réussi, et qu'un nouveau mot lui est proposé. Et nous allons exploiter, là encore, une méthode que nous avons utilisée à différentes reprises dans nos formations, la méthode setTimeout de notre objet JavaScript Window, qui permet
tout simplement d'exécuter les instructions d'une fonction moyennant un délai à lui passer en second paramètre. Dans sa syntaxe, nous devons lui passer en paramètre une fonction que nous écrivons en lieu et place, nous la nommons d'ailleurs avec ces deux parenthèses, et comme nous pouvons coder sur une même ligne, nous la bornons. Cette fonction a un seul objectif, il consiste à appeler la fonction suivante qui va se charger de la suite, c'est-à-dire de proposer un nouveau mot à dévoiler tant que nous ne sommes pas arrivés à la toute fin de la partie. Ça, c'est le premier argument. Donc, moyennant un délai, virgule, en deuxième paramètre, fixé à 1000, car nous raisonnons en millisecondes, soit une seconde, ce qui permettra à l'internaute d'avoir le temps de visualiser en effet l'intégralité du mot-clé, et donc de patienter une petite seconde juste avant de passer au mot suivant. Dans le cas contraire de notre instruction conditionnelle testant notre variable booléenne trouve, si elle ne renvoie pas true, cela signifie que la lettre tapée par l'internaute n'a jamais été trouvée dans toutes les lettres énumérées du mot mystère, auquel cas, eh bien forcément, nous devons décrémenter ou plutôt incrémenter la variable des erreurs, donc reconnue sous le nom NBError, je vous rappelle, NBError++, c'est elle qui va permettre d'ailleurs de décrémenter le score final. Et tant qu'à faire, pour que le pendu soit visuel, eh bien, nous devons modifier l'image en adéquation. Nous les avons nommées de façon judicieuse. Si c'est la première erreur, nous devons afficher la première image. Notre balise IMG se nomme le pendu. Nous l'avions vu dans les précédents volets. La propriété qui permet d'accéder à la source d'une balise IMG est la propriété SRC pour définir le chemin complet de l'image en question. Petit point ici de vérification, effectivement, nous avons l'image par défaut. Première erreur, pendu 1, puis 2, puis 3, puis 4. Ça veut dire qu'il y a un préfixe qui est fixe, qui est stable, et un suffixe qui varie, qui dépend du nombre d'erreurs. Il s'agit tout simplement de modifier par concaténation le nom du fichier, qui est quoi qu'il arrive au début pendu, que nous concaténons avec notre variable NBError, qui peut renvoyer 1, 2, 3 ou 4, donc les 4 images correspondantes, mais que nous devons concaténer avec l'extension du fichier image, parce que sinon elle ne pourra être chargée dans le contrôle. Il s'agit d'extension PNG, donc .png. Et ici, nous devons ajouter une autre vérification qui consiste à savoir s'il s'agit de la quatrième erreur, car souvenez-vous, dans les règles, nous l'avons dit, si l'internaute a commis 4 erreurs, il ne peut plus en commettre davantage, et donc nous estimons qu'il a échoué. Nous allons décrémenter son score et nous allons lui proposer le mot mystère suivant. Donc si notre variable NBError vaut 4 égale 4, à ce moment-là, que devons-nous faire? Nous prenons soin tout d'abord, comme toujours, de borner notre instruction conditionnelle. Eh bien, comme nous allons passer au mot suivant, nous n'oublions pas d'incrémenter là aussi notre variable nbpass pour que nous puissions à tout moment savoir où nous en sommes dans la partie, car nous l'avions incrémenté dans la partie if de notre instruction conditionnelle. Il faut le faire dans la partie else, dans le cas où effectivement nous passons là aussi au mot suivant à cause des 4 erreurs commises. Et donc, pour passer au mot suivant, même procédé, après un petit délai, une petite attente, grâce à notre méthode setTimeout de notre objet window, nous appelons notre fonction suivant moyennant un délai de 1000 millisecondes, soit une seconde. Donc, pour synthèse, je vous rappelle que nous avons initialisé une boucle qui parcourt l'ensemble des lettres du mot mystère pour pouvoir comparer la lettre tapée par l'internaute avec la lettre en cours d'analyse. Si elle est trouvée, nous la restituons. Ça veut dire que grâce à la méthode substr, nous remplaçons le tiret en lieu et place par la lettre elle-même. Si effectivement elle est trouvée, cette indication nous est retournée par le booléen, et bien à ce moment-là, nous vérifions si l'utilisateur n'est pas arrivé à la fin du mot, auquel cas nous incrémentons notre variable nbpass pour pouvoir passer au mot suivant, sauf si nous sommes arrivés à la fin du jeu du pendu, nbpass vaut 10, auquel cas nous restituons les informations de synthèse. Dans le cas contraire, nous appelons notre fonction suivante qui doit se charger de générer la prochaine paire indication mot mystère. Et dans le cas où la lettre n'a pas été trouvée, une erreur supplémentaire est comptée jusqu'au maximum de 4, auquel cas
Nous passons là encore au mot suivant. Qu'en est-il à ce stade, en espérant que nous n'ayons pas commis d'erreur dans notre code? Nous enfonçons, après avoir enregistré la touche F5 de notre clavier pour rafraîchir la page de notre navigateur web, nous cliquons sur le bouton débuter, il s'agit d'un questionnaire mathématique, je vous le rappelle, et nous enfonçons des touches au clavier, constatez vraisemblablement que tout se passe bien. J'ai tapé la lettre E, elle se grise dans le calque pour m'indiquer que effectivement elle est déjà employée, constatez grâce à notre boucle for que elle est présente 2 fois et donc elle est dévoilée 2 fois. Il s'agit ici, je connais la réponse, du logarithme décimal. Donc je tape toutes les lettres telles qu'elles me sont demandées. Et vous remarquez que moyennant un petit temps d'attente fixé à 1000 millisecondes, soit une seconde, et bien que le mot suivant est proposé. Cette fois-ci, volontairement, je vais commettre une erreur. Je vais enfoncer la touche Z du clavier. Au passage, vous constatez, et c'est une chose que nous devons corriger, que le clavier virtuel, lui, n'a pas été réinitialisé. C'est volontaire. Nous procédons par briques. Mais vous remarquez que la lettre Z n'étant pas trouvée, que mon pendu se dessine. Je vais enfoncer la lettre W. Nouvelle erreur. Vous voyez que c'est la deuxième image qui vient se greffer, indication précieuse pour l'internaute qui se rend compte qu'il n'a plus le droit qu'à 2 erreurs. Je vais taper la lettre E, cette lettre est bien trouvée. Je tape la lettre A, la lettre P avant, et puis il s'agit de parabole. Vous constatez, comme j'ai commis 2 erreurs, que j'ai bien 0,5 points qui ont été retranchés à mon score de départ et qu'au fur et à mesure, mon score évolue. Mot restant 8, le décompte est tout à fait fonctionnel là encore, l'indication étant précieuse, sert à trouver les solutions d'une équation du second degré, il s'agit d'un discriminant, et donc nous pouvons l'inscrire volontairement, puisque nous avons déjà testé que dans tous les cas, a priori, l'ensemble des actions se produisaient correctement, sauf peut-être une, celle où l'internaute échoue pour dévoiler l'intégralité du mot en commettant 4 erreurs. J'en suis à 2, je vais enfoncer d'autres touches vraisemblablement non présentes. Troisième erreur, on va taper la lettre X. Quatrième erreur, et constater qu'en même temps que mon score a été décrémenté d'un point complet, 0,5 x 4, et bien que nous passons en effet au mot suivant, que le pendule lui est bien réinitialisé, il n'en est rien. À propos de ce clavier virtuel, c'est effectivement le traitement que je vous propose de réaliser à ce stade. Il s'agit de la fonction initCalc que nous avions d'ailleurs appelée par anticipation dans notre fonction suivante qui se charge de générer la nouvelle paire indication et mot mystère à dévoiler. Comme il s'agit d'un nouveau mot, eh bien nous devons réinitialiser ce clavier virtuel. Le principe consiste tout simplement à remettre la couleur de fond par défaut dans tous ces calques qui auraient pu être grisés parce que la lettre aurait été enfoncée par l'internaute. Sauf que ces calques, malheureusement, ne peuvent pas être parcourus par une boucle bornée du type fort du fait qu'il n'y a pas de suite logique comme 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont tous suffixés par une lettre de l'alphabet. Et donc, nous allons exploiter une méthode que nous avions précisément mise en œuvre dans la formation JavaScript sur les traitements récursifs par les boucles, pour passer en revue tous les éléments contenus dans un calque parent. C'est pourquoi, dans notre fonction initCalc, nous déclarons notre variable parent de manière à lui indiquer que le conteneur est le calque, le clavier, c'est bien lui qui encapsule l'ensemble des autres calques. Et donc nous devons parcourir tous les calques qui l'englobent afin de réinitialiser leur couleur par défaut. Comme d'habitude, nous exploitons bien notre méthode getElementById de notre objet JavaScript Document afin de pointer sur ce calque d'identifiant. Pour ne pas prendre de risque, je vais le prélever, le clavier, c'est-à-dire le underscore et clavier, et que je vais reproduire dans les paramètres de ma méthode getElementById. Nous venons de définir le conteneur, c'est-à-dire le calque parent. Dans la foulée, nous sommes en train de répliquer les techniques que nous avions apprises. Nous déclarons une variable enfant qui va consister en une collection. Cette collection, c'est l'ensemble des calques qui sont contenus justement dans le parent qui, à ce stade, a hérité des propriétés méthodes de ce calque. Et on va tout simplement utiliser une méthode qui se nomme getElements avec un S, attention, car ce sont tous les éléments
compris à l'intérieur, by tag name, traduisez littéralement par l'identifiant, par le type du contrôle by tag name, c'est-à-dire savoir est-ce que c'est un contrôle de type IMG, un contrôle de type div, etc. Nous n'avons que des divs à l'intérieur. Donc nous souhaitons, dans notre variable enfant, récupérer l'ensemble des contrôles HTML de type div contenus dans notre calque parent qui se nomme le clavier. L'objectif, je vous le rappelle, est de pouvoir réinitialiser les couleurs de notre clavier virtuel. Et comme cette méthode nous a renvoyé une collection, grâce à une boucle for que nous pouvons désormais borner, grâce à une variable de boucle que nous déclarons et initialisons à la volée, i, nous la nommons i arbitrairement, nous partons du premier élément, indice 0, et nous devons parcourir l'ensemble des calques ainsi recensés. Eh bien, c'est une information qui nous est retournée par cette collection enfant, qui propose au même titre que les variables de type string, une propriété length qui renvoie le nombre d'éléments contenus dans cette collection, c'est-à-dire le nombre de calques recensés dans le calque parent. I++, notre variable de boucle, pour passer tous ces divs, tous ces calques en revue, les uns à la suite des autres. Sauf que on va volontairement commettre une erreur dans un premier temps. Il ne faut pas prendre en compte certains calques qui consistent en des sauts de ligne, peu importe. Nous allons le faire en deux temps pour bien nous assurer de la compréhension du code que nous sommes en train d'écrire. Donc, notre variable enfant, qui est une collection comme un tableau de variables, permet d'accéder à l'élément en cours de lecture dans cette boucle en le désignant par son indice en paramètre, soit entre crochets. Grâce à sa propriété ID, nous pourrions accéder à son identifiant et c'est ce que nous ferons ensuite. Ici, nous souhaitons accéder à sa couleur de fond. Il s'agit, comme vous le savez, nous l'avons vu dans le volet précédent, de l'attribut background color en JavaScript dérivé de la propriété style que nous souhaitons réinitialiser à la couleur par défaut, qui était encodée en hexadécimal ED et 4E de suite. Et donc, vous allez constater la petite erreur que nous allons générer très simplement. Nous revenons après avoir enregistré notre code sur notre navigateur que nous rafraîchissons avec la touche F5 du clavier. Nous débutons une nouvelle partie et vous remarquez en effet que vraisemblablement notre fonction init calc a été appelée, qu'elle a bien réaffecté la couleur de fond à l'ensemble des calques, oui, mais à trop, puisque en l'occurrence, ici, nous avons perdu la couleur par défaut d'un autre calque conteneur à l'intérieur. Alors plus précisément, nous allons scruter avec minutie l'ensemble des calques dans notre calque parent le clavier. Il y a effectivement ce conteneur qui s'appelle l'aperçu comme vous le constatez. Il englobe l'ensemble des autres calques. C'est lui qui permet d'avoir cette couleur de fond un peu particulière. Nous ne devons pas y toucher, c'est-à-dire le calque aperçu. Mais il en va de même pour les deux sauts de ligne qui sont produits par un autre div associé à une classe, div saut de ligne, et qui se répètent deux fois, nommés respectivement saut 1 et saut 2. Il y a trois calques auxquels on ne doit pas toucher, qu'à cela ne tienne. Eh bien, dans notre boucle qui permet de passer en revue l'ensemble des calques contenus dans le calque parent, nous affectons ou nous réaffectons plutôt la couleur de fond par défaut dans la mesure où eh bien, nous nous assurons que le nom de ce calque, ou plutôt l'identifiant, n'est ni aperçu, ni saut 1, ni saut 2. Donc il s'agit d'un triple critère à vérifier en même temps. Il faut que l'ID, l'identifiant de notre calque en cours de lecture dans notre boucle, ne soit pas égal à aperçu, c'est ce que nous avons détecté. Et qu'en même temps, donc deux symboles et commerciaux, donc, pour pouvoir vérifier ce critère exclusif, c'est-à-dire que les deux conditions doivent être vérifiées en même temps. En même temps, le nom de notre calque, je peux donc reproduire le code en adaptant simplement le nom pour la comparaison, n'est pas SO1. Et qu'en même temps, il ne s'agit pas non plus du nom saut 2 puisqu'il s'agit du deuxième saut de ligne. Si effectivement ce
triple critère est vérifié. Cela signifie qu'il s'agit nécessairement d'un petit calque encapsulant soit un chiffre, soit une lettre de l'alphabet, et que dans ces conditions-là, nous pouvons réinitialiser la couleur de fond. Nous ne touchons pas, en revanche, aux couleurs de fond des autres calques. Qu'en est-il si nous exécutons désormais, après avoir rafraîchi la page, notre jeu du pendu? Vous remarquez que désormais, vraisemblablement, l'ensemble des calques contenant les lettres ont bien été réaffectés. Nous allons le vérifier avec les mots à trouver, mais pas les calques aperçus SO1 et SO2. Le sinus d'un angle divisé par le cosinus du même angle, donc c'est une tangente, voilà pour l'indication. Alors je suis allé un petit peu vite, mais on va prendre un peu plus le temps pour dérouler la partie. Mon score vaut toujours 10, il me reste 8 mots, n'est divisible que par 1 et lui-même. C'est un nombre premier, voyez-vous, il y a déjà l'espace. Constatez que mon clavier virtuel réagit parfaitement bien, puisque à chaque fois que j'enfonce une lettre au clavier, eh bien elle se grise, en effet, directement dans son calque lié. Je vais enfoncer le i pour terminer ce mot. Vous allez constater qu'il va rester une petite seconde avant que le prochain ne soit proposé. Et dans le même temps, constatez que mon score n'est pas décrémenté, toujours pas d'erreur. Par contre, il me reste 7 mots, que ici, l'ensemble de mes lettres ont bien été réaffectées à leur couleur par défaut. C'est donc parfait. Ici, nous allons essayer de trouver l'indication « celle-ci m'échappe, tant mieux ». Comme ça, nous allons pouvoir générer des erreurs, c'est à la fois volontaire. Quatrième erreur de suite, j'ai perdu un point. Nous passons au mot suivant, il ne me reste plus que 6. Là encore, l'ensemble de mes calques a bien été réinitialisé. Ma partie, pour l'instant, se déroule parfaitement. Il s'agit ici d'une indication pour trouver le mot exponentiel. Donc, petit à petit, nous progressons, divise un angle en deux parties égales. Donc, il faut trouver ici le bon mot. Je me trompe, encore une fois, vous voyez. Donc, j'ai perdu encore un point. Il ne me reste plus que 4 mots. Et prioritaire sur l'addition, il peut y avoir plusieurs propositions comme la division et la multiplication. Mais grâce à cette indication sur le nombre de lettres présentes, il ne peut s'agir de la division, mais plutôt de la multiplication. Donc vous voyez qu'il y a malgré tout des indications précieuses qu'il faut exploiter pour pouvoir mener à bien cette partie des cercles de même centre. Nous savons qu'il s'agit de cercles concentriques, donc je tape les lettres au clavier et vous remarquez que la partie se déroule parfaitement. CQFD signifie ce qu'il fallait démontrer. Et nous arrivons vraisemblablement au dernier mot. Dans une fraction, il y a le numérateur et le dénominateur. Qu'en est-il lorsque nous arrivons à l'issue de notre partie? Remarquez que, en effet, mot restant 0, votre score est de 8 sur 10, et donc si nous enfonçons d'autres touches au clavier, ce que je suis en train de faire, plus rien ne se produit, puisque nous avons basculé notre variable, permettant d'indiquer que désormais nous ne prenons plus en compte les saisies de l'utilisateur tant qu'il n'aura pas débuté une nouvelle partie. Voilà pour cette petite application web en 3 volets consistant à créer le jeu du pendu, qui peut encore être amélioré, mais qui à ce stade est pourtant pas mal du tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.